Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Renforcer les investissements sur le continent tout en favorisant les secteurs porteurs mais aussi en encourageant les investissements intra-africains. Ce sont là quelques-uns des sujets actuels et évoqués lors de la 4e édition de l'Africa Investment Forum qui se poursuit et se referme aujourd'hui à Marrakech. Comment parvenir donc à faire tout cela? Nous allons en parler avec notre invité Idriss Lingé, rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin, en direct avec nous depuis Cotonou. Bonjour à vous, Idriss Lingé. Bonjour Omar Baldé et Alors, bonjour à tous les auditeurs de Médien TV. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est la 4e édition de l'Africa Investment Forum qui se poursuit. On parle de débloquer les chaînes ou de libérer les chaînes donc de valeur en Afrique. Qu'entend-on par là, Idriss Lingé? Bon, déjà, il faut comprendre l'esprit global de l'African Investment Forum. C'est le principal événement organisé par la Banque africaine de développement dans le cadre, avec le but de mettre en place, de mettre ensemble un ensemble d'acteurs qui croient au développement de l'Afrique. Évidemment, il faut le rappeler, la BAC n'est pas toute seule. Elle travaille avec d'autres institutions multilatérales de développement, comme la Banque islamique de développement, Afreximbank et d'autres institutions africaines qui ont accepté de soutenir l'institution dans cette démarche. Et lorsqu'on parle de libérer les chaînes des valeurs en Afrique, c'est au-delà d'une thématique politique, c'est vraiment une question d'économie réelle. Aujourd'hui, on se rend compte que les économies africaines ont été absorbées par le secteur des services et même pas le service productif, mais le secteur du service de consommation, l'hôtellerie, et c'est pas moi, la consommation des boissons, ce genre de choses. Mais derrière, il n'y a pas une logique de chaîne de valeur, il y a une rupture de la chaîne de valeur. Or, c'est dans la chaîne de valeur qu'il y a la création d'emplois, qu'il y a l'amélioration du produit intérieur brut, qu'il y a la création même des opportunités et par conséquent l'amélioration des conditions de vie, de la capacité des États à mobiliser des ressources. Donc la chaîne de valeur est le cœur même du développement et c'est bien que cette édition se soit focalisée dessus. Alors, euh, il y a aussi ces fameux Africa Market Days. Qu'entend-on par là? Quelle est la différence, Idriss Lingé? Expliquez-nous. Alors, déjà, il faut prendre ça le plus simplement possible, Omar Baldé. Rappelez-vous, dans nos villages africain. Il y avait le jour du vendredi ou le jour du samedi où tout le monde se retrouvait, chacun avait quelque chose à apporter pour vendre ou bien voulait acheter quelque chose. Je pense qu'il faut voir l'African Market Days dans ce sens, c'est-à-dire au-delà de réunir des acteurs pour discuter des opportunités, pour discuter des ambitions. La BAG et ses partenaires ont pensé qu'il fallait mettre un jour consacré à l'avancement des transactions d'investissement qui sont déjà prêtes à être mises sur le marché. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on quitte de cet événement, cette 4e édition, comme les précédentes, avec des engagements de financement clairs, avec des projets qui ont été déjà évalués, des investisseurs qui ont déjà présenté leur planification d'engagement ou de décaissement financier et des gouvernements qui ont mis en place des cadres qui permettent que ces investissements-là puissent se dérouler de manière effective. Et justement, les Market Days de l'African Investment Forum ont jusqu'ici généré l'équivalent de 143 milliards de dollars d'investissements qui sont annoncés ou même déjà en cours d'être mis en œuvre lorsqu'on sait que l'Afrique a besoin autour de 190 milliards par an, rien que pour développer son secteur des infrastructures. On peut comprendre que les market days jouent un rôle très important pour éliminer ces questions de risque, ces questions de l'Afrique où il y a la famine, mais pour ne se focaliser que sur cette Afrique qui a des opportunités et sur lesquelles les gens sont prêts à mettre de l'argent. Alors, justement, quand on parle de Market Days, cela veut dire qu'il y a des investisseurs. Alors, qui investit? Qui sont là pour investir, Idriss Lingé?
Alors, le schéma de l'investissement en Afrique n'échappe à aucun autre schéma d'investissement qu'on retrouve dans le monde. Les premiers investisseurs, bien sûr, sont des investisseurs privés parce que ceux qui investissent, par définition, ce sont des investisseurs privés parce que les privés ont des capitaux et ils ne veulent pas que ces capitaux restent dormants dans leur coffre-fort à la maison. Il faut les mettre dans un mécanisme qui permet à ces capitaux soit de se maintenir par rapport au niveau de l'inflation, soit d'augmenter avec le temps, donc de créer de la richesse. Donc c'est d'abord le secteur privé. Le secteur privé veut accroître ses parts et l'Afrique est là pour offrir ces opportunités. Les deuxièmes investisseurs sont ce qu'on appelle des sponsors de transactions. Ils sont nombreux actuellement à Marrakech. C'est des entreprises ou des développeurs de projets qui présentent leurs projets aux investisseurs. Ça peut être un pays, mais ça peut aussi être des individus qui ont d'excellents projets qui peuvent permettre d'avancer en Afrique. Évidemment, on ne va pas oublier les gouvernements. Les gouvernements africains sont les plus grands des investisseurs. Quand je suivais Média Info tout à l'heure, j'ai vu comment est-ce que le reportage rappelait comment sous l'impulsion du roi marocain, l'industrialisation a pris corps au Maroc. Donc le gouvernement du Maroc, emmené par son principal leader, est parvenu à être un grand investisseur déjà pour le Maroc, portant l'industrialisation à 25% du PIB, mais aussi en Afrique, où le Maroc est dans une véritable expansion. Évidemment, il y a les institutions financières de développement, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque ouest africaine de développement, la Banque australe de développement, enfin de l'Afrique australe, la BADEA, toutes ces institutions, elles sont là, elles ont des liquidités, elles veulent voir quels sont les projets qui existent. Mais il y a aussi les banques commerciales et les investisseurs en capitaux. Ils sont plein nombreux en Afrique et il y a les fonds de pension. Les fonds de pension, les fonds de retraite, les sociétés d'assurance et qui sont aussi les gros investisseurs pour ce type d'opération. Mhm. Alors, euh, comment évoluent les investissements sur le continent, Idriss Lindsay? Et quand j'ai dit cela, vous avez évoqué tout à l'heure les investisseurs privés. Globalement, quelle est la cartographie des investissements sur le continent? Alors, une cartographie des investissements sur le continent demanderait 2 heures d'émission sur Midi TV avec plusieurs experts de plusieurs secteurs, mais je vais essayer. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que l'Afrique, ces derniers temps, et si on veut uniquement se mettre sous le prisme des African Investment Forum, qui sont déroulés depuis 2018 en Afrique du Sud, on se rend bien compte que les secteurs qui ont le plus attiré les investisseurs, c'est évidemment l'agriculture et l'agro-transformation. On est 1,3 milliard d'habitants en Afrique, Omar. Il faut que ces gens mangent tous les jours. Il faut que ces gens boivent. Il faut que ces gens puissent être en santé. Il y a aussi aujourd'hui de plus en plus l'énergie. Il faut que ces gens aient accès à l'électricité, que ces gens puissent avoir de l'énergie pour pouvoir rouler dans leur voiture ou même pour faire tourner les groupes électrogènes. La santé, c'est un domaine important. Si on est 1,2 milliard, on a aussi 1,2 milliard de personnes à risque de maladie. Il faut investir dans la santé, les TIC et les télécoms. Le moment n'est pas venu de rappeler aujourd'hui le rôle majeur que jouent les sociétés de télécom. Parlons par exemple, sans aucune publicité, de Move Africa, une entreprise marocaine qui est un gros leader en Afrique et qui va à la concurrence avec d'autres grands groupes, Orange, MTN, Vodacom, Vodafone. Ils sont là sur le continent. Nous avons aussi l'industrialisation, le commerce, les infrastructures, l'éducation. Tous ces segments sont des éléments qui attirent les investisseurs. Maintenant, qui sont les investisseurs et quels sont les pays qui attirent le plus? Malheureusement, les investisseurs vont toujours là où soit l'économie est bien structurée, soit le marché est important. En termes d'économie structurée, nous avons aujourd'hui un pays comme le Maroc qui a attiré beaucoup d'investissements directs étrangers à cause d'une main-d'œuvre qualifiée, de sa capacité à pouvoir développer un certain nombre de choses sur les chaînes de valeur, justement. Mais nous avons aussi des pays comme l'Égypte, comme l'Afrique du Sud, qui sont des économies extrêmement développées, avec des performances qui sont tout à fait hors normes. Et enfin, des pays comme l'Éthiopie, le Sénégal, non, non, l'Éthiopie, le Nigeria et le Kenya, qui sont de grosses économies de consommation, avec un total cumulé de consommation qui peuvent atteindre facilement les 400 millions d'Africains, c'est-à-dire un quart du continent africain. Donc Mhm. voilà un peu en résumé la géographie des investissements, mais comme je l'ai dit, ça nécessite une plus grande émission. En tout cas, vous avez eu le mérite et vous l'avez parfaitement synthétisé, Idriss Lindsay. Alors, maintenant,
Qui sont les investisseurs africains en Afrique? Vous avez cité le cas du Maroc, qui est le deuxième investisseur sur le continent depuis plusieurs années. Alors, comment se structure cette liste d'investisseurs africains sur le continent? Alors, il faut savoir que pour investir, il faut avoir du capital ou il faut qu'on ait une vraie volonté politique qui soutient les investissements. Dans le cas du Maroc que nous avons abordé, le Maroc est investisseur africain en raison d'une réelle politique qui est mise en place par son gouvernement ou son roi, je pense, mais surtout le roi, parce qu'on l'a souvent vu prendre l'avion avec ses capitaines d'industrie pour faire le tour de l'Afrique et dire nous avons des compétences. Maintenant, nous avons un pays qui est structurellement investisseur en Afrique parce qu'il possède beaucoup de capitaux, un marché financier extrêmement large, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud aujourd'hui a pratiquement une capitalisation boursière qui atteint les 1200 milliards de dollars. C'est peu de le dire. C'est pratiquement le sixième ou le septième marché financier au monde en termes de valorisation. L'Afrique du Sud détient beaucoup de capitaux, détient les assureurs. Par exemple, le plus gros investisseur institutionnel d'Afrique, qui est le Public Investment Corporation, est basé en Afrique du Sud avec des actifs qui sont chiffrés à une centaine et quelques dizaines de milliards de dollars. Maintenant, nous avons aussi en Afrique toujours, le Nigeria, tout le monde connaît l'expansion d'Aliko Dangote, qui est non seulement l'homme le plus riche d'Afrique, mais qui possède aussi une grosse capacité de production de ciment qui a mis en difficulté beaucoup d'investisseurs historiques internationaux. On voit de plus en plus l'Égypte essayer d'explorer le marché subsaharien. Le Kenya essaye de faire son petit nid en Afrique de l'Est. Il est très influent. Safaricom aujourd'hui est allé conquérir le marché des télécoms en Éthiopie. Mais avant ça, le secteur de la banque est pratiquement présent dans toute l'Afrique de l'Est. Et nous avons quelques entreprises d'Afrique de l'Ouest francophones. Nous avons notamment dans le secteur financier des groupes comme NCA, des groupes comme voilà, Scoris Bank ou encore voilà, dans le secteur financier, Vista Group qui essaye de reprendre des parts qui ont été laissées par des anciennes filiales étrangères. Donc voilà un peu qui sont les investisseurs africains en Afrique, mais bien évidemment, un des grands acteurs, faut le dire, c'est le Maroc et ils investissent dans presque tous les domaines, la finance, l'assurance, l'immobilier et de plus en plus l'industrie de construction et tout le reste. Et donc voilà. En tout cas, c'est intéressant à souligner. Alors, quand on dit investissement, investisseur, secteur d'investissement, mais il y a aussi l'environnement des affaires. Il est vrai qu'on n'a plus le doing business, mais comment évolue l'environnement des affaires sur le continent des Slinge? Je crois que l'environnement des affaires est une chose très importante dans le sens où ça permet de savoir combien de temps est-ce qu'on va mettre lorsqu'on initie un projet, lorsqu'on avance sur un dossier, lorsque on est en train de mettre ses capitaux en place. L'environnement des affaires reste très complexe en Afrique, pas seulement à cause des problèmes de gouvernance. Dans l'environnement des affaires, la gouvernance n'est qu'une des composantes. Maintenant, il y a des préalables à l'environnement des affaires. Il y a par exemple une énergie suffisante, des infrastructures qui sont normées, qui permettent de pouvoir importer des intrants, exporter de la production. Il y a de la ressource humaine qui est compétente, qui est formée. Il y a un ensemble d'agrégats. Mais maintenant, la vraie question est qui doit investir pour améliorer cet environnement des affaires? C'est un gros débat. On dit aux Africains, vous devez améliorer votre environnement des affaires. Fine. Prenons le gouvernement, je dis n'importe quoi, du Cameroun, c'est mon pays d'origine. OK, on va dire que la gouvernance là-bas n'est pas forcément la plus optimale, mais le pays essaye d'avancer. Il essaye d'avoir des infrastructures, il essaye d'avoir de l'énergie, mais quand il veut mettre en place des structures bien optimisées, on lui dit il faut investir. Aucun privé de l'aide. Lorsqu'il va demander de l'argent sur le marché international des capitaux, on lui dit bah tu es un pays risqué parce qu'on ne voit pas très bien comment tu vas rembourser. Il faut que tu aies des taux d'intérêt de 10%, de 12%. Ça n'a pas de sens, Omar. L'environnement des affaires est la responsabilité de tous ceux qui croient à l'investissement en Afrique. Ça n'a pas empêché des pays comme le Maroc de dire, OK, c'est un environnement compliqué, je prends le cas des banques. À une époque, toutes les agences de notation disaient, attention, les banques marocaines, oui, le marché africain est rentable, oui, il y a des opportunités
opportunités de croissance, oui, vous pouvez avancer, mais il y a de gros risques parce que c'est pas bien régulé, parce que c'est pas bien ceci. Mais les banques marocaines ont avancé. Aujourd'hui, le secteur financier le plus risqué, c'est pas forcément le secteur africain, c'est le secteur américain, où les régulations au cours des 10 dernières années ont entraîné des suppressions des marges pour le secteur financier. Donc, je crois qu'il faut qu'on relativise l'environnement des affaires. D'abord en termes de responsabilité. Évidemment, les gouvernements ont la première responsabilité en termes d'input, en termes d'output. Mais il faudrait que tout le monde se mette sur la table et se dise comment nous améliorons cet environnement des affaires, sans chercher à imposer aux Africains des règles politiques, sans chercher à leur dire que vous devez adopter telle loi et ne pas adopter telle autre loi, vous devez traiter avec tel partenaire et non pas tel autre partenaire. Donc c'est très complexe l'environnement des affaires et justement les market days demandent d'oublier tout cela, de ne voir que l'opportunité et d'essayer de naviguer dans cette tornade où au bout, il y a parfois beaucoup de rentabilité. Beaucoup de rentabilité. Alors, mais cela dit, les défis aussi ne manquent pas d'être soulignés. On pense notamment à l'aspect logistique, mais aussi à l'exploitation des ressources d'énergie. Sur ce point-là, où est-ce qu'en est la situation? Alors, déjà, pour parler des questions de logistique, j'ai bien aimé, toujours sur le reportage de Média TV, de voir le président d'African Global Logistic dire que c'est leur rôle de venir travailler à améliorer la logistique, pas seulement pour extraire les matières premières, mais aussi pour soutenir la capacité des économies locales à pouvoir s'industrialiser. Ça, c'est un discours qu'il faut retenir. Le défi peut devenir une opportunité. Regardez comment AGL s'est positionné. Au lieu de voir en ça un problème, elle voit en ça une opportunité. Et je le sais parce que j'ai traité un dossier récemment où cette entreprise-là a travaillé sur le développement des filières de coton en Afrique de l'Est. Donc, en Afrique de l'Ouest plutôt, oui, il y a des défis, mais en réalité, les défis sont des opportunités. Si les gens meurent de faim, Omar, c'est une opportunité pour produire de la nourriture et les nourrir. Ils seront forcément obligés de payer d'une manière ou d'une autre. Donc, les défis sont des opportunités. Et la logistique n'est qu'un des aspects de ces opportunités. Maintenant, tu parles de l'accès à l'énergie. J'ai dit oui, l'énergie est un problème, mais comment on y accède? Je prends le cas, par exemple, de la RD Congo, qui possède aujourd'hui, et c'est connu mondialement, l'un des plus gros potentiels d'hydrogène vert. Mais mon Dieu, arrêtez de faire la guerre dans ce pays pour les ressources premières, développez le potentiel de Inga, sortez en aval l'hydrogène vert dont le Congo pourrait devenir un des premiers producteurs avec une capacité qui permettrait de faire exploser toute l'Afrique, c'est-à-dire que d'alimenter l'Afrique de manière mais disproportionnée. Mais on ne le fait pas. On est tout le temps en train de dire oui, il n'y a pas d'énergie en Afrique, il y a pas, mais on sait qu'il n'y a pas d'énergie en Afrique. Mais comment est-ce qu'on aura de l'énergie lorsque vous dites que l'Afrique est risquée? Comment on aura de l'énergie lorsque vous n'êtes prêt à financer cette énergie qu'en donnant de la dette? Comment ça va se passer? Et en même temps, vous dites à l'Afrique, votre dette est exagérée. C'est un choix cornélien pour les gouvernements africains. Mais ils ne sont pas, non, leur responsabilité n'est pas non plus rejetée. Pourquoi l'Afrique ne se met pas ensemble? Pourquoi on ne développe pas INGA ensemble? Pourquoi on ne soutient pas les projets en Éthiopie? Pourquoi on n'irait même pas demander l'expertise marocaine qui aujourd'hui a développé la capacité de transformer le soleil en énergie et qui se prépare à le commercialiser à des pays qui sont situés sur le marché européen? Pourquoi on ne demande pas à l'Afrique du Sud de nous montrer comment développer le secteur financier? Oui, nous avons des défis, mais les Africains doivent se mettre ensemble, surmonter ces défis, y voir des opportunités pour créer des chaînes de valeur. C'est ce que la BAD essaie de dire avec cet événement. Et si les gens ont compris qu'il ne s'agit pas d'aller à Marrakech, visiter les souks, acheter quelques tissus, mais de vraiment discuter de comment est-ce qu'on peut surmonter les défis, les transformer en opportunités, alors l'Afrique sera en train de gagner. Et je pense que c'est ça le discours que la BAD et ses partenaires essaient de soutenir. Et c'est aussi un exemple que le Maroc essaie de suivre et des pays comme l'Afrique du Sud et que nous devons continuer d'encourager. Merci à vous, Idriss Linger, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin. Vous nous parliez depuis Cotonou. Très bonne journée à vous, Idriss Linger. Merci Omar Baldé et rappelons que Médina TV a déjà fait sa part d'investissement en étant présent sur des médias avec des contenus africains. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.